gerne heraus. Und gerade nach dieser schönen, ruhigen Zeit, die ich genießen durfte, wird es jetzt auch Zeit, dass ich mich ein bisschen wieder fordere. Und darauf freue ich mich auch sehr. Aber Et si la femme que l'Europe croyait connaître venait d'avouer la seule vérité qu'elle aurait préféré ne jamais prononcer? C'est par cette phrase, fragile et presque murmurée, qu'Hélène Fischer, la chanteuse la plus iconique du monde germanophone, a laissé éclater un secret que même les journalistes les plus acharnés n'osaient plus espérer entendre. Pendant 2 ans, elle a tout porté seule. La peur, le doute et surtout l'immense responsabilité de protéger une petite vie qui n'avait rien demandé. Sa fille, Nala. Ce jour-là, face à un journaliste d'un grand hebdomadaire allemand, Hélène n'était plus la diva immaculée que l'on voit sur scène, drapée de paillettes et de perfection. Non, ce jour-là, elle était une femme de 41 ans, sans maquillage, les mains nouées, la voix brisée par des nuits entières passées à réfléchir, à hésiter, à reculer. Et lorsqu'elle a prononcé ces mots, le silence a semblé durer une éternité. Oui, Nala est différente. Elle est née avec une trisomie 21. Un tremblement, une vérité nue, une confession qui a traversé l'Europe comme une onde de choc. On a souvent accusé Hélène d'être trop parfaite, trop lisse, trop contrôlée, une star construite comme une cathédrale, puissante, inaccessible, impénétrable. Mais ce jour-là, tout s'est fissuré. C'était une Hélène que personne n'avait jamais vue, vulnérable, humaine, presque fragile. Elle a expliqué d'une voix douce qu'elle avait dû apprendre, dès les premières heures de vie de sa fille, à se battre contre la peur. Peur du jugement, peur de l'inconnu, peur que le monde, cruel et impatient, écrase la douceur de ce petit être qu'elle aimait déjà plus que tout. Pourquoi avoir attendu 2 ans? Elle n'a pas cherché à se justifier. Elle a simplement dit qu'elle voulait donner à sa fille le temps d'être une enfant avant d'être un sujet, de marcher avant d'être photographiée, de sourire avant d'être commentée, de vivre avant d'être disséquée. Et qui peut lui en vouloir? Dans une époque où chaque émotion finit sur un écran, où chaque naissance célèbre ou tragique devient matière à débat, la discrétion est devenue un acte de résistance. Pourtant, ce silence a eu un prix. Pendant des mois, les rumeurs ont proliféré. Photos floues, où elle protège le visage de Nala, publications mystérieusement cadrées pour cacher la petite, témoins anonymes affirmant que quelque chose n'allait pas. La presse a sensation à flairer une fragilité et n'a cessé de gratter. Jusqu'à ce que, au bout d'un long chemin intérieur, Hélène décide que cette histoire, leur histoire, devait être racontée par sa propre voix et non par les distorsions d'un tabloïd en quête de clics. Ce moment d'aveu ne fut pas une opération médiatique ni une stratégie, c'était un soupir, une libération, comme si pour la première fois depuis la naissance de sa fille, elle respirait enfin à plein poumon. Elle a évoqué les hospitalisations des premiers mois, les nuits blanches à chercher des réponses, les moments de panique mêlés à des éclats de lumière, quand Nala serrait son doigt si fort qu'elle en oubliait la douleur. Et puis, son regard s'est illuminé. Nala m'a appris ce que je n'aurais jamais découvert seul. La patience, la force et l'amour sans condition. Cette phrase, simple mais profonde, a touché des millions de personnes. Car derrière la star, c'est la mère qui parlait. Une mère dont la vie a basculé, mais qui refuse désormais d'avancer cachée, honteuse ou apeurée. Avec cet aveu, Hélène n'a pas seulement révélé un secret. Elle a montré un courage qu'aucune scène, aucun trophée, aucun concert ne peut mesurer. Et ce n'était que le début. Car pour comprendre comment cette femme, née loin des projecteurs, a trouvé la force d'affronter une telle épreuve, il faut revenir bien avant la célébrité, avant qu'elle ne devienne l'icône immaculée du schlager, avant les stades pleins à craquer et les shows télévisés suivis par des millions de foyers, Hélène Fischer n'était qu'une petite fille perdue dans l'immensité glacée de la Sibérie. Une enfance trop rude pour un être aussi sensible, trop précoce pour un cœur d'enfant. Ceux qui la connaissent intimement racontent que c'est là, dans ces paysages, où l'hiver dure presque toute l'année, qu'est née cette force tranquille qui impressionne encore aujourd'hui. Elle voit le jour en 1984 dans la ville de Krasnoïarsk, un lieu où le froid n'est pas seulement une saison, mais une manière de vivre. Les immeubles gris, le vent coupant, l'odeur du charbon brûlé, ce décor austère façonne les premières années d'Hélène. Sa famille est simple, modeste, et comme beaucoup d'Allemands de Russie, ils ont appris à vivre sans se plaindre, à avancer même quand tout vacille. C'est une éducation faite de silence, de retenue, mais aussi d'un immense sens du devoir. Mais si les adultes survivent, les enfants,
eux ressentent. Et Hélène, dès ses premières années, ressent profondément une sensibilité hors norme, une intuition presque douloureuse face aux émotions des autres. Beaucoup disent que c'est cette empathie précoce qui plus tard fera vibrer les foules lorsqu'elle chantera. Puis vient le grand bouleversement, la chute de l'Union soviétique, l'instabilité, l'avenir incertain. En 1990, ses parents prennent une décision radicale. Quitter la Sibérie pour recommencer une vie en Allemagne. Un déracinement total, un exil nécessaire, une rupture avec tout ce qu'ils connaissent. Hélène n'a que 6 ans lorsqu'on lui annonce qu'ils partent. Elle ne comprend pas encore, mais elle sent que rien ne sera plus pareil. Le voyage, long et éprouvant, reste gravé dans sa mémoire. Les gares bondées, les nuits sans sommeil, les valises trop lourdes pour des mains d'enfants, et puis soudain, l'Allemagne, un pays lumineux mais étranger, où tout semble plus rapide, plus bruyant, et surtout plus exigeant. L'intégration n'a rien d'un conte de fées. À l'école, elle n'arrive pas à suivre. La langue lui échappe. Les enfants la regardent comme une étrangère. Sa mère raconte qu'Hélène rentrait souvent en silence, les yeux baissés, refusant de parler de sa journée. Ce n'est pas de la colère, c'est de la honte de ne pas comprendre, de ne pas appartenir. Et pourtant, c'est dans ces années de tumulte qu'un refuge inattendu apparaît. La musique. Sa grand-mère chante avec elle, sa mère lui apprend des mélodies russes anciennes, et Hélène découvre très tôt que sa voix possède quelque chose de rare. Une nuance, une chaleur, une fragilité. Elle chante pour oublier la solitude, pour se cacher, pour survivre peut-être. Petit à petit, la musique devient son refuge intérieur, un endroit où elle peut exister sans être jugée. Vers l'adolescence, la transformation devient évidente. Tandis que tant d'autres jeunes cherchent leur place dans le monde, Hélène trouve la sienne sur des micros improvisés, sur des scènes minuscules lors de fêtes de quartier, dans des salles polyvalentes où résonnent les applaudissements timides mais sincères. Là, elle comprend une vérité essentielle. Si la vie ne lui offrira pas facilement sa place, alors elle l'apprendra elle-même. Cette enfance rude, ciselée par la migration, la différence et l'effort, deviendra son moteur secret. Elle forge en elle 3 armes précieuses, une discipline que rien ne brise, une humilité qui la protège de l'orgueil, et surtout une capacité à ressentir profondément le monde, qualité qui deviendra la signature de toute sa carrière. Mais ce que personne n'imagine encore, c'est que ces blessures trop d'enfance, ces échos de solitude et de lutte referont surface des décennies plus tard, lorsqu'elle deviendra mère, car il y a des douleurs qui dorment longtemps, jusqu'au jour où elles se réveillent brutalement. On croit souvent que les grandes carrières naissent d'un moment magique, d'un coup de projecteur, d'un destin soudain favorable. Mais pour Hélène Fischer, rien n'a jamais été facile, rien n'a jamais été donné. Tout a été conquis, centimètre après centimètre, avec une patience presque douloureuse, une obstination qui ressemble davantage à une nécessité qu'à une ambition. Au début, il n'y a pas de producteur, pas d'agent, pas de destin tout tracé. Il n'y a qu'une jeune fille, une voix qui surprend même les adultes, et une famille modeste qui croit en elle autant qu'elle croit en la musique. Hélène chante partout où l'on veut bien l'écouter. Fêtes d'école, anniversaire, marché de Noël, petits événements de quartier où l'odeur de saucisses grillées se mêle au froid humide des soirées allemandes. Pourtant, même dans ces lieux sans glamour, quelque chose se passe. Les gens se taisent, écoutent, s'arrêtent. Il y a dans sa voix une sincérité rare, un mélange de fragilité et d'autorité qui touche sans prévenir. Rapidement, ceux qui la voient sur scène devinent qu'elle n'est pas comme les autres. Elle ne se contente pas de chanter, elle raconte, elle incarne, elle vit ses chansons avec une intensité étonnante pour son âge. Cette maturité artistique intrigue, dérange même certains professionnels qui ne savent pas quoi faire d'une fille issue de l'immigration russe, au physique doux, mais à la présence presque magnétique. Puis arrive le premier vrai tremplin, une audition pour une école d'art en Allemagne. Hélène y présente une chanson simple, presque trop douce pour un concours. Mais quand elle finit, le jury reste silencieux quelques secondes. Un silence qui cette fois ne vient pas de la froideur, mais de l'admiration. Elle est acceptée. Là commence la vraie métamorphose. Ce sont des années de travail acharné. Cours de danse, coaching vocal, répétitions interminables, spectacles exigeants.
La jeune fille timide devient une artiste complète. Elle apprend à tenir un public, à respirer au bon moment, à transformer l'émotion brute en art contrôlé. Et surtout, elle apprend que le perfectionnisme est parfois sa seule arme pour survivre dans un milieu qui n'a pas attendu qu'elle arrive pour tourner. Un jour, un directeur de télévision la repère lors d'un spectacle scolaire. Ce n'est pas encore le destin qui frappe à la porte, mais plutôt une ligne qui se dessine lentement vers l'avenir. On l'invite pour une performance télévisée, diffusée, certes, à une heure tardive, mais suffisante pour qu'un producteur notable la remarque. Ce producteur voit en elle ce que personne n'avait encore osé nommer, un phénomène potentiel. Elle enregistre un premier titre, les radios hésitent, trop nouveau, trop propre, trop discipliné. Et puis, contre toute attente, le public adopte la chanson, une vague douce, puis une déferlante. Helene Fischer devient un nom qui circule partout, sur les ondes, dans les talk-shows, dans les boîtes aux lettres, où les magazines au pipota s'arrachent de son image. Avec la célébrité arrive une autre réalité, la solitude. Sur scène, elle brille. Hors scène, elle s'effondre parfois. Le rythme est inhumain. Tournée interminable, promotion sans fin, obligations médiatiques qui ne laissent place ni au repos, ni au doute, ni même au simple fait d'être une jeune femme. Mais Hélène ne plie pas. Elle absorbe, elle encaisse, elle avance. Pour elle, réussir n'est pas un luxe, c'est une revanche silencieuse sur une enfance qu'il a trop souvent reléguée à l'arrière-plan. Puis vient la consécration. Les stades. Les concerts à guichets fermés, les shows où elle suspend son corps à des câbles, comme une acrobate, défiant la gravité devant 40 000 personnes. Les applaudissements deviennent une mer, un océan. Hélène n'est plus une immigrée timide, elle est la reine incontestée du schlager. Mais ce que les fans ne voient non pas, ce que personne ne peut imaginer, c'est l'usure invisible qui commence à la ronger. Les blessures terpures du passé, l'exigence constante, le besoin maladif de perfection, tout cela prépare le terrain pour une fragilité qui éclatera bien plus tard, lorsque la vie lui offrira un cadeau aussi inattendu que bouleversant, sa fille Nala. Car derrière chaque triomphe se cache une ombre, et derrière chaque étoile se trouve une histoire que le public ne soupçonne pas encore. Avant Thomas, avant Nala, avant les secrets et les aveux, il y a eu lui, Florian Silbereisen, le sourire qui faisait fondre l'Allemagne, l'homme qui semblait taillé sur mesure pour accompagner une artiste comme Helene Fischer. Et si, pendant plus de 10 ans, ils ont formé le couple le plus mythique de la musique germanophone, personne n'a jamais vraiment compris pourquoi cette histoire, si parfaite en apparence, s'est finalement effondrée. Tout commence en 2005. Hélène est jeune, en pleine ascension, encore intimidée par l'industrie musicale. Florian, lui, est déjà une figure connue, charismatique, sûr de lui, habitué aux caméras. Lorsqu'ils se croisent pour la première fois dans une émission télévisée, une étincelle se produit. Pas une passion immédiate, pas une explosion. Non, quelque chose de plus subtil. Une douceur, une complicité, un instinct que leur destin allait s'enchevêtrer. Ils commencent par travailler ensemble, puis se lier d'amitié. Avant que l'évidence ne s'impose, ils étaient faits pour s'aimer. En 2008, ils officialisent leur relation. À partir de ce moment, rien ne sera plus jamais comme avant. Pour les fans, Hélène et Florian deviennent le couple idéal. Deux artistes talentueux, deux visages lumineux, deux âmes qui semblent chanter à l'unisson. Chaque apparition publique se transforme en événement. Chaque regard échangé devient un mythe romantique. Leurs gestes tendres, captés par les caméras, alimentent un récit presque trop beau pour être vrai. Mais derrière l'enchantement médiatique, une autre réalité se dessine. Hélène, perfectionniste jusqu'au bout des ongles, vit sous une pression constante. Les tournées s'allongent, les attentes du public deviennent écrasantes et les nuits d'insomnie se multiplient. Florian, lui, comprend, soutient, rassure, mais finit lui aussi par s'épuiser. Deux carrières flamboyantes, deux agendas impossibles à concilier, deux êtres qui s'aiment, mais qui, peu à peu, vivent dans des mondes séparés. Les proches racontent que les fissures sont apparues en silence, sans drame, sans éclat. Ce n'étaient pas des disputes, ce n'étaient pas des trahisons, mais plutôt une lente dérive, deux lignes parallèles qui doucement cessent de se croiser. Pourtant en public, ils jouent encore le rôle du couple parfait. Non pas par mensonge, mais par pudeur. Hélène a toujours détesté exposer sa vie privée, et Florian, fidèle, respecte cette frontière. Pendant que les fans rêvent devant leur moment complice,
Eux tentent désespérément de sauver ce qui reste. Ils s'agrippent à leurs souvenirs, à leur admiration mutuelle, à cette promesse silencieuse qu'ils s'étaient de faite. Être là, l'un pour l'autre, même quand la lumière s'éteint, puis arrive décembre 2018. Un communiqué sobre, presque austère, quelques lignes. Nous nous séparons, mais nous gardons un profond respect l'un pour l'autre. L'Allemagne entière se fige, les réseaux explosent, les journaux spéculent. Certains parlent d'infidélité, d'autres d'épuisement, d'autres encore d'un amour étouffé par la célébrité. Mais la vérité est plus simple et plus triste. Ils n'avaient plus le temps d'être heureux ensemble. Et pourtant, dans leur séparation, il n'y a ni amertume ni scandale. Lors d'une émission télévisée quelques semaines plus tard, Florian prend Hélène dans ses bras, devant des millions de téléspectateurs. Une étreinte sincère, bouleversante, où l'on sent qu'un chapitre se ferme, mais que l'affection, elle, demeure intacte. Le public pleure, les fans comprennent, et Hélène, pour la première fois depuis longtemps, se retrouve face à elle-même, sans homme, sans refuge, uniquement avec cette question qui la dévore. Qui suis-je lorsque les projecteurs s'éteignent ? Ce vide, cette solitude nouvelle, va paradoxalement ouvrir la voie au plus grand tournant de sa vie. Car ce n'est qu'après cette rupture, dans un moment de fragilité absolue, qu'un inconnu au regard calme va entrer dans son monde et tout bouleverser. Après la rupture avec Florian, Helene Fischer traverse une zone de turbulence silencieuse. Les projecteurs sont toujours là, les fans aussi, mais à l'intérieur, un grand vide s'installe. Elle continue de chanter, de sourire, de briller, mais comme si quelque chose d'essentiel avait été arraché de son cœur. Pendant plusieurs mois, elle apprend à vivre seule, à ne plus se cacher derrière un couple parfait, à réapprendre sa propre fragilité. Et c'est précisément dans cette fragilité qu'un homme va secrètement entrer et bouleverser tout ce qu'elle croyait connaître de la vie, de l'amour et même d'elle-même. Son nom, Thomas Seitel, un acrobate professionnel, un danseur aérien, un artiste du silence, un homme de l'ombre, de ceux que personne ne remarque vraiment, mais dont la présence, lorsqu'elle se pose quelque part, change subtilement l'atmosphère. Ils se rencontrent dans le cadre de la préparation de la Helene Fischer Show, un spectacle où la chanteuse veut repousser ses limites, mêlant musique et performance aérienne. Thomas fait partie de l'équipe acrobatique. Il n'est pas là pour séduire, ni pour impressionner, seulement pour travailler. Mais sa manière d'évoluer dans l'espace, sa douceur, sa maîtrise, captent l'attention d'Hélène dès les premières répétitions. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est une lente combustion, une chaleur discrète qui monte presque à son insu. Un jour, lors d'une répétition particulièrement exigeante, Hélène glisse d'un tissu aérien et manque de tomber. Rien de grave. Mais le choc, lui, est bien réel. Thomas se précipite, la retient, pose une main calme sur son épaule et lui murmure une phrase que seuls les deux ont entendue. Une phrase courte, légère, qui n'a rien d'extraordinaire. Mais qui, pour Hélène, résonne comme une caresse dans un monde trop bruyant. C'est ce moment que les techniciens présents décriront plus tard comme le point de bascule. Pas un baiser, pas une déclaration, seulement un regard qui s'attarde un peu trop longtemps. Les semaines suivantes, ils se rapprochent, ils parlent, de tout, de rien, de leurs blessures, de leurs rêves, de leurs peurs les plus secrètes. Hélène découvre en Thomas un homme attentif, patient, solide, un contraste parfait avec l'univers de célébrité dans lequel elle suffoque depuis des années. Il ne cherche ni lumière ni avantage, il n'a rien à prouver, il est simplement là. Un soir, après une répétition tardive, il reste seul à discuter dans une loge. Les autres sont partis. La salle est vide, le silence fait vibrer les murs. Sans un mot, Hélène pose sa tête contre l'épaule de Thomas. Un geste simple, presque instinctif. Il ne bouge pas, il ne cherche pas plus, et c'est précisément cette retenue qui la bouleverse. À partir de ce moment, leur relation se tisse loin des caméras, dans l'ombre des coulisses, avec la prudence de deux personnes qui ont trop souffert pour se précipiter. Très vite, Hélène comprend qu'il représente plus qu'un réconfort passager. Il est son ancrage, son refuge, celui qui lui offre enfin la permission d'être vulnérable. Puis survient le tournant décisif. Ils se marient en secret, en décembre 2021. Une cérémonie minuscule dans un vieux domaine bavarois, sans photographe officiel, sans robe flamboyante, sans liste d'invités interminable. Juste des proches, juste deux âmes qui se choisissent, loin du vacarme du monde. Quelques semaines plus tard,
Un événement vient bouleverser cette nouvelle paix fragile. Nala naît. La petite fille qui va tout changer, la lumière absolue et en même temps l'épreuve la plus bouleversante de leur vie. Mais dès les premiers jours, quelque chose inquiète les médecins. Les examens se multiplient, les questions aussi. Hélène, déjà fragile émotionnellement, vit chacun de ces instants comme un tremblement. Thomas, lui, reste à ses côtés, solide comme un roc. C'est ensemble qu'ils apprennent la vérité, c'est ensemble qu'ils décident de protéger Nala coûte que coûte. Et c'est ensemble qu'ils imposent le silence médiatique qui, plus tard, deviendra l'un des secrets les plus débattus de toute l'Europe. Mais derrière ce secret, derrière cette discrétion presque absolue, se cache une histoire encore plus émouvante, encore plus intime, celle d'une mère bouleversée, d'une enfant différente, et d'un couple qui va devoir affronter une tempête médiatique qu'aucun des deux n'avait imaginée. Il y a des vérités qui, lorsqu'elles éclatent, ne détruisent pas une vie, elles la révèlent. Le jour où Hélène Fischer prononce la phrase que l'Europe attendait depuis si longtemps, elle ne cherche ni compassion, ni admiration. Elle cherche seulement la paix. Nala est née avec une trisomie 21. 7 mots. 7 mots qui traversent l'Allemagne comme un séisme. Pendant 2 ans, elle avait réussi l'impossible. Protéger son enfant de l'œil public, des spéculations, des jugements hâtifs. Mais à mesure que Nala grandissait, la pression médiatique se resserrait. Les photos volées, les angles douteux, les rumeurs sur son état de santé. Chaque jour, un nouveau murmure menaçait d'éclater au grand jour. Alors, Hélène décide de reprendre le contrôle de son histoire, de leur histoire. Elle accepte un entretien sans maquillage, sans studio, sans mise en scène. La journaliste présente raconte qu'elle n'avait jamais vu une star d'un tel calibre se présenter aussi nue, aussi vraie. Pas de chorégraphie, pas de lumière flatteuse, juste une femme, une mère, les mains tremblantes, prête à déposer devant le monde ce qu'elle avait gardé au fond de son cœur. Elle parle des premières heures, après la naissance. Des examens, des médecins qui se penchent, qui murmurent. De cette phrase terrible que personne ne veut entendre, il y a quelque chose que nous devons vous dire. Elle se souvient de la pièce blanche, du froid, de Thomas qui lui serre la main avec une force qu'il ne se connaissait pas. Elle se souvient de la sensation de tomber dans un vide sans fond, et en même temps de cet amour démesuré, cette force primitive, qui jaillit dès qu'elle regarde le visage minuscule de sa fille. « J'ai eu peur », avoue-t-elle, « peur de ne pas être assez forte, peur de la perdre, peur d'un monde qui ne pardonne pas la différence. » Puis elle raconte les nuits passées à l'hôpital, les pleurs étouffés dans un couloir, les recherches épuisantes sur les besoins des enfants trisomiques, mais aussi les miracles minuscules. Le premier sourire, le premier contact, la première fois où Nala serre son doigt comme pour dire « Maman, je suis là ». Lorsque l'interview est diffusée, les réactions affluent en vagues incontrôlables. Des milliers de messages de soutien, des lettres, des témoignages, des parents qui traversent les mêmes épreuves, des associations de familles d'enfants porteurs de trisomie 21 qui la remercient publiquement pour son courage. Mais il y a aussi l'autre face, les critiques, les cyniques, ceux qui l'accusent d'utiliser sa fille pour susciter l'émotion, pour booster un album à venir, pour laver son image. Certains tabloïds titrent « Un aveu calculé, Hélène joue-t-elle la carte de la compassion ?» Pourtant, ceux qui l'ont vue ce jour-là le savent. Rien n'était calculé. Hélène n'a jamais été aussi loin de la stratégie. Ce n'était pas une campagne. C'était un cri. Après la diffusion, elle disparaît quelques semaines. Pas pour fuir, pour respirer, pour redevenir mère avant d'être chanteuse, pour serrer Nala dans ses bras et lui murmurer que tout ira bien, même si le monde ne comprend pas encore. Et puis, un soir, elle remonte sur scène. Pas pour un show, pour un concert caritatif. Imaginé, organisé et dédié à tous les enfants porteurs de trisomie 21. La salle est simple, chaleureuse, décorée de photos prises par Hélène elle-même, aucune robe scintillante, aucun numéro acrobatique, seulement une guitare, une voix et une vérité. Lorsque la lumière se baisse, on aperçoit Thomas au premier rang, Nala assise sur ses genoux, un petit nœud blanc dans les cheveux. Hélène chante, et sa voix tremble d'une manière qu'on ne lui connaît pas. Les mots sont plus lourds, plus vrais, et pour la première fois, le public voit la femme derrière la star, une femme qui se relève, qui se bat, qui transcende sa douleur. Ce soir-là, elle déclenche un mouvement, une humanité partagée, une prise de conscience collective. Et peut-être sans le vouloir, elle offre à l'Europe un rappel essentiel. Même ceux que l'on croit parfaits
portent des failles. Même les idoles ont des cicatrices, même les étoiles saignent parfois. Aujourd'hui, Hélène vit plus loin des projecteurs, à Inning, à ma Mercé, dans une maison entourée d'arbres, où le silence n'est plus une menace, mais un refuge. Elle continue de chanter, mais différemment, plus doucement, plus profondément, comme si chaque note était désormais une caresse adressée à sa fille. Et vous là, derrière votre écran, avez-vous déjà pensé à ce qui se cache derrière la façade des célébrités que l'on croit indestructibles, à ces combats invisibles qu'ils portent loin des caméras, au silence qu'ils gardent pour protéger ceux qu'ils aiment? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, alors likez, partagez, abonnez-vous et surtout, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que l'histoire d'Hélène et de Nala vous inspire? À vous.